Salut les Anacalypsiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une review de Crown Jewel 2022 et ben ma foi c'était pas terrible. Voilà, même très différent de ce qu'on a pu avoir dans les autres shows de PLE, voilà. Donc je vous laisse avec l'intro et va revenir vite fait sur chaque match avant que je donne mon avis en conclusion sur ce show en général. Donc en premier match, on a eu Bobby Lashley contre Brock Lesnar. Donc en match d'ouverture, tu te dis ça promet, c'est quand même deux gros monstres et deux grosses stars. Et au final, bah, ce qui va se passer, c'est que pendant l'entrée de Brock Lesnar, Bobby Lashley va l'attaquer, ce qui va lancer le match. Bobby envoie une spear à l'extérieur, une spear à travers la barricade, une spear dans le ring. Ensuite, Brock Lesnar compte le Hurtlock pour envoyer ses souplexes. F5 de Brock Lesnar. Brock Lesnar est pris dans le Hurtlock et du coup il va se servir du coin en poussant. Du coup les deux vont tomber au sol, ce qui va provoquer le tombé. Du coup, et victoire de Brock Lesnar. Donc c'est un peu les victoires un peu merdiques comme Liv Morgan avait eu euh, contre Ronda Rousey, où Ronda Rousey avait les épaules au sol, mais Liv Morgan était en train d'abandonner dans une soumission. Bon, là Brock Lesnar, j'avais pas regardé, mais je doute que Brock Lesnar est abandonné pendant ce moment-là. Mais bref, c'est ce genre de finish tout pourri. Et du coup, pour cet opener, ben, moi j'ai mis un 2 sur 5. Peut-être que des gens ont aimé ce match, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment mauvais. Tout simplement pour une raison, c'est que déjà on a deux monstres, donc on s'attend à un combat génial. Et au final, bah, tout ce qu'on a, c'est les mecs qui envoient juste leur prise de signature. Et c'est vrai que vous regardez le match, il n'y a quasiment pas de catch. En soi, il n'y a pas vraiment de combat. C'est juste, on envoie les spears, les F5, les suplexes, le hurtlock, et quasiment rien de plus. C'est juste, voilà, on envoie nos prises signature et puis on ne fait rien de plus. Et j'ai trouvé que c'était vraiment nul. J'ai trouvé ça nul. Donc voilà, et en plus, vu le finish un peu merdique, on se doute bien que la rivalité ne va pas se terminer ici et continuera très certainement jusqu'au prochain pay-per-view qui est les Survivor Series à la fin du mois. Chose que j'ai très très hâte de voir, parce que Survivor Series mêlé au Wargames et tout, j'ai hâte de voir ça. Mais enfin bref, pour l'instant le match Bobby Lashley contre Brock Lesnar, 2 sur 5, pour moi ça mérite pas plus. Ensuite on a le deuxième match entre Dakota Kai et Io Shirai contre Asuka et Alexa Bliss, du coup qui avait récupéré les ceintures par équipe à Raw, si je dis pas de bêtises. Et du coup là c'est le match retour pour les ceintures. Du coup, j'ai mis que le match, eh ben, c'était assez moyen aussi. Pourtant, on a 4 catcheuses que j'aime bien, dont 2 qui font partie quand même du top de mes catcheuses préférées. Et pourtant, bah, c'était moyen. On a Alexa Bliss et Asuka qui dominent tout le match quasiment. Donc tu te dis, c'était quasiment impossible qu'elles perdent. Des petites choses sympas que j'ai mis, c'est le tornado DDT de Alexa Bliss dans le coin du ring qui était plutôt sympa. Le Code Raid, donc un peu le sorte de finisher de Roxanne Perez d'Alexa Bliss sur Io Sky. Dakota Kai qui va contrer le Twist of Bliss après une distraction. Bon, c'est plutôt sympa. Tu que le Twist of Bliss est toujours très beau à voir. Et du coup, on a un moment, Alexa Bliss qui va placer son DDT, mais qui se fait attaquer par Nikki Cross quand elle monte sur troisième corde, donc prête à faire le Twist of Bliss. Du coup, Alexa Bliss tombe au sol, Dakota Kai se pose sur elle. 1, 2, 3, victoire. Dakota Kai et Io Shirai ou Io Sky récupèrent les ceintures par équipe. Et c'était vraiment mauvais. Déjà, j'ai mis 2 sur 5, hein, voilà, ça mérite clairement pas plus non plus. Et en commentaire, voilà, il y a des petites choses à dire. Déjà, de un, les tenues. Je vais le dire que ici, mais ça compte pour les arbitres femmes et toutes les autres matchs féminins. Mais les tenues, c'est un scandale, hein. Je le répète tous les ans, mais envoyez pas les femmes là-bas. Enfin, je veux dire, j'ai pas un problème avec le pays en lui-même et tout, mais le fait de te dire, on ne veut pas avoir un bout de peau des femmes, alors que voir des hommes en slip, ça les dérange pas. Enfin, déjà, tu dis, il y a un truc qui va pas. Mais surtout, ce que moi je trouve dérangeant dans ces tenues, c'est qu'ils se disent, ok, on veut pas forcément voir certaines parties du corps des femmes. À la limite, hein, c'est leur culture, on peut comprendre. Sauf que quand tu enlèves des tenues qui sexualisent les femmes,
et non pas que je dis que c'est mieux d'avoir ces tenues-là, pour mettre des tenues en cuir hyper moulantes et qui font encore plus ressortir les formes des femmes, je trouve ça clairement pire. Euh, l'année dernière, je trouve que c'était pire que cette année, parce que cette année encore, les tenues, ça peut passer. Ça peut passer, je trouve toujours scandaleux de changer les tenues des catcheuses juste parce que tu es dans un pays étranger qui n'accepte pas les tenues telles qu'elles sont habituellement. Pourtant, eux, si on fait des shows en Arabie Saoudite, c'est-à-dire que eux, ils regardent les shows, les weekly, les autres pay-per-view et tout. Ça veut dire qu'à ces moments-là, ça les dérange pas que les filles aient des tenues très particulières à elles. Alors pourquoi, quand elles viennent dans leur pays, il faudrait qu'elles changent de tenue? Ça, c'est un truc qui me dérange parce que c'est quand même le seul moment dans l'année où ils regardent un show de catch où les femmes ne sont pas habillées habituellement. Et surtout, bon, comme je disais, cette année encore ça va. C'était pas aussi moulant que l'année dernière parce que je crois que c'était la tenue de Becky Lynch où c'était vraiment une catastrophe l'année dernière. Il y en avait certaines, vraiment, ça te moulait le truc. Tu te dis, c'est limite plus gênant que les tenues que les filles ont habituellement. Enfin bref, c'est toujours un gros problème de toute façon à chaque fois que des catcheuses sont envoyées en Arabie Saoudite. Ensuite, comme je disais, le match, il est pas terrible. Il est pas terrible parce qu'au final, on gagne. Enfin, les championnes, enfin les nouvelles championnes par équipe gagnent par une intervention. Et en plus, bah, tout le match, t'as une domination d'Alexa Bliss et d'Asuka et tu te dis, mais comment Dakota Kai et Io Shirai elles peuvent gagner? Et tu te demandes même comment elles ont pu être championnes avant, parce que tu te dis quand même, ça fait qu'une semaine qu'elles sont plus championnes, donc comment peut y avoir un écart de puissance aussi grand? C'était n'importe quoi, et puis voilà, le seul truc que j'ai mis, c'est que l'attaque de Nikki Cross sur Alexa Bliss était intéressant, parce que ce sont les anciennes amies, on avait Alexa Bliss, je crois, qui avait trahi Nikki Cross pour rejoindre le Fiend, donc en soi, ça c'est plutôt intéressant. S'ils partent sur une petite rivalité entre Alexa Bliss et Nikki Cross et tout, il y a des choses à raconter, ça peut être intéressant. Mais dans le cadre là du match par équipe et tout, ça ne fait aucun sens. Nikki Cross, la dernière fois, elle avait attaqué absolument tout le monde, que ce soit Bianca, Bailey et tout. Là, elle aide Bailey à gagner sa ceinture. Alors je crois que c'était à Raw SmackDown, si j'ai bien suivi les vidéos que j'ai regardées où Bailey avait parlé avec Nikki Cross pour voir un truc. Peut-être que ça concernait ça, je sais pas, mais dans tous les cas, je trouve que voilà, comme le premier, déjà le finish est un peu à chier, et surtout t'as une équipe qui domine à fond pour au final juste perdre sur une intervention. Je trouve ça vraiment moyen. On passe ensuite au troisième match entre Drew McIntyre et Karrion Kross dans un Steel Cage match. Juste envie de dire l'entrée de Karrion Kross toujours aussi cool. Du coup, en chose un peu intéressante à noter, Drew McIntyre va placer son DDT, mais pas le Claymore Kick puisque distrait par Scarlett. Souplex de Drew McIntyre sur Karrion Kross qui était allongé sur le dessus de la cage, c'était plutôt impressionnant. Et on a Drew McIntyre qui va tenter de passer par la porte, mais Scarlett va l'asperger avec le même produit qu'au pay-per-view précédent, et va aussi asperger l'arbitre qui gardait la porte. Et Scarlett ensuite va refermer la porte avec le cadenas, garder la clé. Drew McIntyre se dit ouais, bah, moi je m'en bats les couilles, hein, je vais, je vais passer par-dessus la cage, hein, comme on est censé le faire. Et du coup, ensuite Scarlett va essayer de rouvrir la porte, mais ce sera pas assez rapide pour que Cross passe par la porte. Donc victoire de Drew McIntyre. Pareil, match vraiment pas dingue. J'ai mis un 2,5/5. Ça m'a quand même un peu plus diverti que le match précédent. Mais c'était pas fou. Voilà. En commentaire, j'ai juste mis que ça va, ils ont pas trop gâché la tenue de Scarlett. Parce que voilà, ça reste un thème sombre et tout. Donc ça va, ils ont pas trop gâché Scarlett avec leur truc à la con de changer les tenues. Ensuite, j'ai noté, bah, match pas incroyable, mais heureusement que Scarlett est là pour faire le divertissement, parce que franchement, ce qui se passe dans le ring, c'était pas dingue, c'était pas dingue. Donc heureusement d'un côté que Scarlett Bordeaux est là pour intervenir, pour faire la distraction, parce que sinon,
bah on s'ennuie dans ce match. Et pourtant on est dans une putain de cage, il pourrait se passer des trucs de dingue. Et vraiment, à part la souplex de Drew McIntyre, quasiment le haut de la cage, bah y a rien de fou qui se passe. Je veux dire, même le Braun Strowman contre Shane McMahon était beaucoup plus intéressant que ce match, alors qu'on s'attendait à rien, quoi. Bref, match plutôt moyen, quand même un peu mieux que les précédents, mais c'était vraiment pas dingue. Ensuite, on a le quatrième match, donc le Judgment Day contre The OC. Alors, j'ai noté là, souplex de style sur Balor, pendant que les autres faisaient une prise, alors, où ils ont la personne assise sur les épaules et ils tombent en arrière. C'était assez intéressant, parce que tout le monde est plus ou moins tombé en même temps, sauf que ça faisait du dégât dans n'importe quelle équipe, c'était plutôt cool. Rhea Ripley qui intervient pendant le Phenomenal Forum, bah fallait s'y attendre, hein. Et du coup, Finn Balor qui envoie le coup de grâce pour la victoire. Voilà, pas grand chose de notable à noter dans ce match, à part que j'ai mis que c'est quand même assez cool parce que, contrairement au match précédent de Drew et Karrion Cross, où vraiment il y a des moments où je m'ennuyais. Comme je dis, on est dans un putain de match de catch, enfin de cage, et tu t'ennuies là-dedans, c'est pas normal. Alors que là, on ne s'ennuie pas, ça bouge tout le temps. Après, il n'y a pas de truc de dingue qui se passe dans le ring, mais c'est plutôt bien, c'est... Voilà, ça bouge tout le temps, t'as pas le temps de t'ennuyer. Même si, bon, en soi, on n'est pas non plus pris à fond dans le match. Avec une Rhea Ripley aux abords du ring, on se doute bien de ce qui va se passer, hein, et forcément c'est ce qui s'est passé. Mais voilà, j'ai noté ça à 2,5 sur 5, parce que le match était pas dingue, mais en soi, on était quand même plus diverti que ce qui s'est passé précédemment dans le show. Ensuite, on a le cinquième match, du coup, qui est le match entre Braun Strowman et Omos. Alors qu'il y a un match assez particulier, on a quand même une Power Slam de Omos qui va dominer tout le début de match. Braun Strowman qui va esquiver une course de Omos dans le coin, il l'attrape, Running Power Slam pour la victoire. Et du coup, j'ai mis un 3 sur 5 sur ce match, parce que au moment, à l'instant T, pour moi, c'était clairement un des meilleurs matchs de la soirée. Et c'est quand même assez fou de se dire qu'un homos dans un match peut être un des meilleurs matchs de la soirée à l'instant où il fait son match. Et du coup, j'ai noté ça parce que tout simplement, je m'attendais soit à un squash de l'un ou de l'autre, soit à un match vraiment lent, parce que c'est quand même, voilà, les géants, souvent ils font des matchs très lents. Donc au final, on a eu un match assez dynamique. Homo, ça fait du vrai catch. Voilà, il n'est pas comme d'habitude où il est en train de squasher des gens ou quoi que ce soit, où il est hyper lent à quasiment rien faire. Non, là, il y a eu du vrai match, du vrai catch et tout. Et j'ai trouvé ça cool. Bon, la rivalité, c'est sûr qu'elle va pas se terminer ici, parce que je pense que Braun Strowman, pour s'être fait poutrer quasiment tout le long du match, il va vouloir sa revanche. Donc j'ai noté ça 3 sur 5. J'ai pas mis plus parce que on a le même problème que le match des tag teams féminins. C'est que tu as une personne qui domine tout le long du match pour au final, eh ben, que l'autre mec il fasse une prise à la fin et puis il gagne. Globalement, c'est ça, hein. Braun Strowman a fait quasiment aucun dégât à Omos. Il arrive à placer le Running Power Slam, hop, victoire. Les matchs par équipe, voilà, Dakota Kai et Yoshira ils font quasiment aucun dégât. T'as juste Alexa Bliss qui est poussée par terre et hop là, victoire. C'est clairement, j'ai l'impression que c'est le show des finishes de merde, quoi. Franchement, c'est hyper décevant. Ensuite, on a le match 6, les Usos contre les Brawling Brutes pour les tag teams unifiés. Match qui est déjà plus intéressant. J'ai mis Super DDT dans le coin de Butch. Voilà, Butch qui a fait beaucoup de belles choses dans ce match. Ridge Holland qui va réussir à porter les Usos tranquilles. Alors il avait déjà fait ça dans un match contre Gunther et donc l'Imperium, voilà, je cherchais le nom de l'équipe. Du coup, Holland qui va reprendre les coups d'avant-bras dans les cordes que fait Sheamus habituellement. Oh, pardon. Sauf que là, Sheamus n'est pas là ce soir. Super kick de Jey Uso suivi du splash contré de Jimmy. C'était plutôt cool. Double splash Jey Uso mais qui ne suffira pas.
On a Hollande qui va faire une sorte de Samoan Drop. Alors, je sais pas comment elle s'appelle cette prise où ils prennent les gens sur les épaules, ensuite ils le descendent un peu en dessous, enfin au niveau du dos, et ensuite ils se laissent tomber en arrière. Je sais pas comment s'appelle cette prise, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Et du coup, qui finit sur une near fall. Ensuite, le finisher habituel des frangins en équipe pour la victoire. Donc j'ai mis un 3,5 sur 5. Le match était plutôt intéressant. En commentaire, j'ai juste mis qu'à un moment, on a Edge qui m'a impressionné parce qu'il a réussi, il arrivait à se déplacer sur la fin, il a placé un super kick. Alors que je sais pas si vous avez fait attention, mais son t-shirt, enfin, je sais pas si c'est quelqu'un qui lui a déchiré ou si c'est lui-même, mais le machin était déchiré, lui tombait sur les jambes, ça devait pas être pratique pour se déplacer ou mettre des coups de pied, mais il a réussi, donc chapeau le garçon. Mais voilà, le match était sympa, on s'attendait clairement de la fin hein, du match, hein. On se doutait bien que les Usos allaient pas perdre leur ceinture face au Brawling Brutes, même si le match du coup était vraiment très cool, et qui est même un des meilleurs matchs de la soirée. Ensuite, on a le septième match, Bayley contre Bianca Belair pour le titre féminin de Raw dans un Last Woman Standing, donc la dernière femme debout remporte le match. Et du coup, c'était très intéressant. J'ai mis Bayley qui va sortir tout type d'objets, donc kendo stick, chaise, échelle, table. Elle va sortir une tonne de choses. On a eu un beau coup de la corde à linge de Bayley en sautant de la barricade sur Bianca qui était assise sur une chaise. C'était plutôt stylé. Bayley qui va bloquer Bianca Belair au niveau du ring avec un escalier et en plaçant une échelle au-dessus, mais ça ne suffira pas à ce que l'arbitre compte jusqu'à 10. Et en même temps, je me suis dit, elle est quand même un peu con, Bianca Belair. Parce que moi, j'aurais été Bianca Belair. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais glissé sous le ring parce que quand elle est bloquée à l'intérieur des escaliers et tout, elle peut aller sous le ring. Et en plus, Bailey, elle ne verrait rien. Et là, c'est clairement l'occasion, ça aurait été l'occasion pour Bianca Belair de sortir et de surprendre Bailey. Ou non, bah, comme c'est la babyface, forcément, les babyface, ils sont pas très réfléchis dans ce qu'ils font. Mais voilà, en tout cas, c'était une bonne idée pour essayer de bloquer quelqu'un. Ensuite, Bailey va se faire enchaîner de kendo stick sur la rampe avant de réussir à placer son Bailey to Bailey, mais qui ne suffira pas. Bailey va tenter un truc intéressant, c'est de enfermer Bianca dans une malle. Bon, si tu veux gagner, hein, tu mets quand même un cadenas ou un truc, t'es sûr de gagner, ou tu montes sur la malle. Mais là, elle va juste poser ses mains sur la malle. Alors, Bianca Belair a juste à foutre un gros coup de pied dans la malle pour l'ouvrir si tu mets juste tes mains comme ça. Bon, voilà, il faut croire que dans ce match, ils sont pas non plus hyper intelligents. Mais l'idée d'enfermer quelqu'un dans une malle était quand même très cool. Ensuite, powerbomb de Bianca Belair à travers une table. En plus, je crois que Bayley l'était à moitié pris dans le dos. Parce que je me demande si c'était pas le but à la base, quand ils ont ramené la petite golfette, que Bianca Belair balance Bayley du toit de la golfette sur la voiture, enfin sur la table plutôt. Mais ce que je crois qu'en tombant, Bayley se prend quand même la table dans le dos, mais elle casse pas. Et après, du coup, powerbomb. Et en plus, on voit bien que la table est déjà prédécoupée. Ça, c'est un peu dommage. Alors, soit elle est prédécoupée, ou soit. Enfin, je sais pas si c'était autant visible au début, ou si quand Bailey a tapé dedans, que du coup, ça a fissuré du coup, le prédécoupage, et que du coup, voilà, ils ont dû finir la table, mais voilà. Ensuite, on a Bianca Belair qui va rater euh, on va dire en français, sinon je sais, je suis perdu quand on prononce ça, mais le 450 degrés splash pour atterrir sur une pile de chaises. Ça, c'est souvent fatal, les piles de chaises, mais là, ça ne suffira pas. Et Bianca Belair va faire un truc très intelligent, c'est qu'elle va choper Bailey, elle va la mettre dans une échelle, donc voilà, fermer l'échelle, et ensuite bloquer dans le coin du ring, parce que du coup, bah, si tu soulèves l'échelle, ben, tu peux pas vraiment la soulever parce qu'il y a la première corde qui te gêne, et du coup, Bailey va quand même tenter de se sortir de là, mais du coup, n'aura pas le temps de le faire avant que l'arbitre compte jusqu'à 10, donc victoire de Bianca Belair qui conserve le titre, et du coup, on n'a toujours pas
toutes les ceintures du côté de Damage Control. J'ai noté le match 4 sur 5. Pour moi, c'est clairement le meilleur match de la soirée, même meilleur que le main event, et vous allez comprendre pourquoi après. En petit commentaire, je notais pas d'intervention de Yoshirai et de Dakota Kai. Honnêtement, je m'attendais vraiment à une intervention, mais il n'y en a pas eu. Et en même temps, on a eu une petite référence à Roman Reigns contre Kevin Owens en Last Man Standing avec l'utilisation de la petite golfette. Donc match honnêtement qui est peut-être l'un des rares que j'ai apprécié, enfin vraiment apprécié de la soirée. Et pour finir, on a le main event, du coup Roman Reigns contre Logan Paul pour le titre indisputé, enfin les titres indisputés. Bref. Du coup, j'ai noté un beau crossbody depuis la barricade de Logan Paul. Logan Paul qui fait un super saut en s'aidant des cordes pour rentrer dans le ring. Et ensuite on voit une coup de la corde à linge. On a également un très beau saut de la troisième corde, mais qui va se finir en contrée avec une bonne droite dans sa gueule. En plus, Logan Paul en tant que personne, c'est quelqu'un que j'ai en horreur. Je déteste ce type. Mais en tant que catcheur, il est très bon, donc voilà. Sorte de neckbreaker de Logan Paul en sautant la troisième corde. Logan Paul en courant dans les cordes va placer un Superman Punch à Roman Reigns. Il va même faire suivre ça d'un crossbody puis d'un moonsault, donc moonsault du saut mais pas, enfin du sol mais pas de la troisième corde. Mais ça ne suffira pas. Logan Paul va envoyer son finisher, le Lucky Punch, avant de envoyer également le Superman Punch, mais qui ne sera pas suffisant. Logan fait un crossbody sur Roman Reigns à travers la table des commentateurs, le tout avec un téléphone d'un fan entre guillemets, on va revenir là-dessus. Ensuite, Logan Paul envoie un frog splash mais qui ne sera pas suffisant. Et Roman Reigns du coup va profiter d'une distraction dont on va parler dans les commentaires. Voilà, pour placer son Superman Punch, le Spear et victoire. Du coup, je notais ça en 3 sur 5 parce que clairement, ça mérite pas plus et ça reste dans la logique de ce que j'ai mis plus tôt comme note sur certains matchs. En commentaire, j'ai noté référence à Shawn Michaels avec Logan Paul qui tente le Switch in Music, en sachant qu'en plus c'est Shawn Michaels qui a formé Logan Paul ces derniers temps. C'est plutôt cool comme référence. Les Usos vont venir se battre contre les deux mecs du ring, dont celui qui avait donné son téléphone à Logan Paul. Et c'est là qu'on comprend que finalement le mec à qui Logan Paul a pris le téléphone n'est pas un fan qui est là pour le match réellement, mais que c'est quelqu'un, alors je ne sais pas qui est ce type, qui sont les deux mecs, mais on se doute bien que les Usos prendraient pas des mecs comme ça dans le public pour leur casser la gueule sur le ring juste pour le plaisir. Encore moins juste des fans qui les ont à peine insultés, quoi. Donc on sait clairement que ça doit être des gens, alors je sais pas si c'est peut-être des chanteurs, des acteurs ou quoi que ce soit, mais on se doute bien que les catcheurs ils peuvent pas prendre des mecs dans le public et leur casser la gueule comme ça, quoi. C'est que forcément c'est quelque chose de prévu à l'avance, donc c'est forcément que des gens, ces mecs-là, doivent être connus ou quelque chose dans le genre, quoi. Du coup on a Jake Paul, le frère de Logan Paul qui va venir et faire fuir les Usos. Cela va faire venir Solo Sikoa, mais il y a des arbitres et tout qui vont s'opposer. Alors ça m'a fait marrer parce que les Usos cassent la gueule à des mecs du public, personne n'intervient. C'est complètement débile déjà, tu dis ok, les mecs ils peuvent casser la gueule aux mecs du public, ils peuvent prendre n'importe qui dans le public, leur casser la gueule, personne n'intervient. T'as Jake Paul qui est un mec, alors je crois qu'il fait de l'UFC ou un truc comme ça, qui vient pour faire fuir les Usos. Du coup, ça fait venir Solo Sikoa. Donc, on a quand même un boxeur pro et un catcheur pro qui sont face à face. Et là, t'as tous les arbitres qui viennent pour séparer Jake Paul et Solo Sikoa. Tu dis, c'est quoi ce délire? T'as les Usos qui tabassent des mecs du public, personne n'intervient. T'as deux pros du combat qui s'affrontent, enfin qui sont prêts à s'affronter. Les arbitres, ils interviennent. Tu dis, mais vous foutez quoi, les arbitres? C'était avant, quand des mecs du public se faisaient casser la gueule, qu'il fallait intervenir. Bref, les arbitres ils servent à rien de toute façon. Euh, et après, du coup, bah, c'est grâce à la présence de Solo Sikoa et tout qu'après, bah, Logan Paul, en fait, entre deux, comme les Usos et les Solo Sikoa vont plus ou moins encercler Jake Paul, du coup, Logan Paul va faire un sorte de suicide dive crossbody sur les Usos et du coup en voulant remonter sur le ring, bon bah là il se prend un Superman Punch et le Spear et puis voilà, victoire de Roman Reigns. Du coup ce que j'ai noté c'est que d'un côté le match était plutôt intéressant
Parce que on a vu les performances de Logan Paul. Il fait des sacrées performances. Comme je disais, je déteste ce type, mais en termes de performance, de catch et tout ça, eh ben on peut rien lui reprocher. Il fait vraiment des très bonnes choses. Mais ce qui pour moi, ce qui fait que ce match mérite un 3 sur 5 et pas plus que ça, eh ben c'est que Roman Reigns il a rien fait dans ce match. Vraiment, comme le match par équipe à nouveau, comme le match de Omos et Braun Strowman à nouveau, on a un match à sens unique. Pendant tout le match, c'est Logan Paul qui domine Roman Reigns. Logan Paul il ne prend quasiment aucun dégât, il prend un Superman Punch, un Spear et il perd le match. Et tu te dis, ok, on nous fout ça comme main event, on nous fout ça, un match à sens unique qui se termine sur une sorte de distraction avec deux finishers et puis hop, le match est plié. Voilà, honnêtement, je suis hyper déçu de ce match. Voilà, bon, je savais que Roman Reigns allait gagner, mais le voir gagner en se faisant dominer tout le match, c'est nul, c'est nul. Voilà. En plus, moi, j'aurais imaginé un truc beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intelligent, putain. Il y avait de quoi faire. Genre, pendant les weekly, on n'arrête pas de nous dire, ouais, le point chanceux de Logan Paul, le mec, s'il te fout une droite, il peut te mettre KO et tout. Et ils ont même pas cherché à jouer là-dessus. Putain, moi, j'aurais été un des mecs qui écrit les scripts de la WWE. Mais bordel de merde que moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais fait ça, j'aurais fait dès le début de match un Roman Reigns arrogant et tout, et Logan Paul qui le surprend en lui envoyant son Lucky Punch dès le début du match, et que là tu dis ouais ok il y a du danger, et après faire un vrai match de catch, et pas juste un mec qui montre tout ce qu'il sait faire, et qui du coup domine le mec le plus puissant de la compagnie. Ce match n'a aucun sens, ce match n'a aucun sens. Bref, je vais m'arrêter là, et on va conclure le match. Enfin le match, ou la vidéo plutôt, parce que j'ai pas l'intention de battre avec quelqu'un. Pour conclure, eh ben, on a peut-être le pire show de l'année, ou du moins l'un des pires shows, mais pour moi c'est actuellement le pire show de l'année. Franchement, et Triple H, je sais pas ce que tu nous as foutu, mais tu nous as fait que de la merde ce soir. À part le Bianca Belair Bailey, tout le reste c'était de la merde. Franchement. Et ce qui est dommage, c'est que on n'a pas cherché à faire du beau catch, du bon catch. En fait, on a juste cherché à faire plaisir à l'Arabie Saoudite. Et en fait, on le voit dans les résultats. Quasiment un Bobby Lashley contre Brock Lesnar. Victoire de Brock Lesnar qui était le plus populaire des deux. Le match par équipe, voilà, on a fait gagner les heels, mais sur une intervention de merde. Mais le match était quand même une domination des faces. Faut quand même pas oublier. Drew McIntyre, Karrion Cross, domination du plus aimé du public. Judgment Day contre The aussi. Allez, on fait gagner le Judgment Day, mais par une intervention comme d'habitude. Et en plus, ouais, vraiment pas terrible. Braun Strowman contre Omos, on fait gagner le plus populaire du match, mais en se faisant poutrer quasiment tout le long du match. Les Usos contre les Brawling Brutes, allez on fait gagner les Usos, mais qui sont quand même bien fait dominer une bonne partie du match. Ensuite, Bayley Bianca Belair, on fait toujours gagner la plus populaire du match. Roman Reigns contre Logan Paul, et ben on fait dominer tout le long du match le mec le plus populaire du match, même si on garde notre champion avec sa ceinture. Donc on voit en fait que dans tout ce qui s'est passé, on a juste putain de lécher le cul de l'Arabie Saoudite et leur donner globalement ce qu'ils avaient envie de voir. Mais est-ce que c'était vraiment ce qu'il fallait faire? Et moi je dis que non. Quand on voit rien que le main event, non, fallait pas faire plaisir à l'Arabie Saoudite, fallait faire un vrai match. Quand tu vois l'opener, non, fallait pas faire plaisir à l'Arabie Saoudite, fallait nous faire un vrai match. Bref, ça sert à quoi de faire 8 matchs si c'est pour faire des dopes pareils? Au bout d'un moment, restez sur le format de 6 matchs, faites des matchs même un peu plus longs, mais au moins faites des vrais matchs, quoi. Ça, c'était nul. C'était nul. Et ça se ressent que ce show est juste là pour faire plaisir à l'Arabie Saoudite et qu'on avance quasiment dans rien, quoi. Quasiment tout ce qui s'est passé fait qu'on aura sûrement quasiment que des rematchs dans les weekly ou le prochain pay-per-view. Et c'est nul. Mais c'est nul. Normalement, les pay-per-view sont censés soit vraiment faire intensifier
des rivalités, ce qui n'est clairement pas le cas, hein, ou alors c'est censé conclure les rivalités, ce qui est encore moins le cas ce soir, quoi. Et vraiment, j'ai l'impression que comme on est en Arabie Saoudite, effectivement, bah, ce show n'a l'air d'avoir aucune valeur aux yeux de la WWE. T'as l'impression que voilà, ils ont fait avancer les choses, et puis c'est tout. Enfin, ils se sont dit, voilà, ils veulent tel match, ils veulent telle star. Allez, on va leur donner telle star. Comme ils aiment cette star-là, allez, cette star-là va dominer le match. Mais allez, faut quand même qu'on ait deux heals, deux, trois heals qui gagnent quand même, hein. Sinon, si on fait gagner que les favoris de la foule, c'est pas top. Mais franchement, j'ai vraiment cette sensation qu'à chaque fois qu'on va à Crown Jewel, eh ben, on fait des shows de merde. Et que notamment on fait ça pour leur faire plaisir et pas pour vraiment faire des super shows. Parce que vraiment, à chaque fois, on se rend compte que Crown Jewel, ce sont les pires shows de l'année ou parmi les pires shows de l'année. Et là, cette année, ben, on reste dans la même veine, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Je crois que même les shows de Vince McMahon sont meilleurs que ce show-là, quoi. Ah, et franchement, les shows de Vince McMahon étaient déjà pas terribles. Donc voilà, j'avoue que dans cette vidéo, je suis très énervé. Voilà, je ne dis pas beaucoup de choses positives de ce show, mais en même temps, c'est un show qui m'a beaucoup déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux, et surtout, même si on allait à Crown Jewel, où je suis habitué à voir des trucs de merde là-bas, je me disais au moins c'est Triple H, il va peut-être remonter la barre, même si on est à Crown Jewel. Et finalement, non, c'était mauvais. À part le Bailey Blanca Belair, tout était mauvais. Il y a quasiment rien à retenir. Franchement, voilà, je suis désolé, je suis pas content de ce match, enfin cette soirée, c'était, j'ai même plus mes mots pour dire à quel point je suis déçu de tout ce que j'ai vu. Et voilà, du coup on va arrêter là. Du coup on dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller checker les autres chaînes YouTube si vous trouvez des choses qui vous intéressent. Et sinon, ben on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les Anacalypsiens. Et en espérant qu'à la fin du mois, les Survivor Series Wargames seront 1000 fois mieux que ce show qui était totalement à chier.